le prix stable, il baisse. Et donc, quand les banques vendent, elles vendent à un prix inférieur parfois au prix d'acquisition. D'où faillite de ce système appelé subprime. Alors, cette faillite était encouragée par trois facteurs permissifs, enfin plutôt 6 facteurs permissifs. Le premier facteur, c'est un facteur légal, institutionnel, c'est cette fameuse communauté, la loi Community Reinvestment Act, adoptée en 1997 et qui a été rendue opérationnelle, notamment à partir des années 1992. Deuxième facteur permissif, c'est que les banques accordaient le droit à des brokers de vendre, de contracter les crédits de logement. Et les brokers, c'est-à-dire les intermédiaires, et les intermédiaires étaient rémunérés par des commissions. Plus ils vendent, plus il est rémunéré. Et les brokers, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient parfois certaines clauses restreintes qu'ils les mettaient en bas du contrat et avec des caractères, des polices de caractère très petits, de la façon que le gars il signe, il ne lit même pas. Bon, bref, je n'entre pas dans les détails. Parce que le but du broker, c'est de vendre plus de crédits pour gagner plus à la fin de la journée. Troisième facteur permissif, je viens de le dire, c'est la surchauffe du prix de l'immobilier qui atteignait en moyenne 15% par an. Le troisième facteur permissif, c'est le décloisonnement financier. La globalisation financière, la libéralisation financière entraînait en quelque sorte un décloisonnement de l'activité financière. Tout le monde peut faire le travail de la finance et avec le décloisonnement financier, les banques traditionnelles ont vu leur activité diminuer puisqu'il y a des concurrents. Et donc, elles encourageaient les brokers à vendre davantage de crédits subprime. Troisième ou quatrième, je ne me rappelle pas, cinquième, c'est une stabilité du taux d'intérêt de la Federal Reserve System. Il était tombé parfois 1%, si je me rappelle bien, en 2004. Et enfin, dernier facteur encourageant, c'est la titrisation. Qu'est-ce que c'est que la titrisation? C'est une innovation financière qui date des années 80 et qui consiste à transformer des créances en titres. Moi, bon, vous me devez 500, je peux vous redemander toujours les 500 chaque fois que je frappe la porte, chaque année ou chaque mois. Sinon, je peux transformer la créance que j'ai sur vos titres, je ne fais plus la porte. Et le titre est négociable sur le marché et quelqu'un d'autre viendra frapper la porte quand vous seriez prêt à payer. C'est une technique qui a été mise en vogue durant les années 80 pour résorber la dette des pays en développement. Je me rappelle bien quand le Maroc négociait la dette, la dette vers 1800, vers 1985 par exemple. La dette extérieure du Maroc valait 140% son PIB. À la fin, parce qu'on négocie, on renégocie les rallonges du crédit, c'est-à-dire le fait d'avoir des crédits standards, un revolving en termes bancaires. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a dit à nos ministres argentins, marocains, égyptiens, brésiliens? Écoutez, on va faire une chose. Pour éviter qu'on renégocie, on va vendre vos dettes. Ah ben pas de problème. C'est bien pour moi en tant qu'État de ne plus avoir la porte frappée, qu'on ne me dérange pas. Et puis il y avait certains États qui n'ont même pas des papiers, comme l'État argentin, c'est un État militaire, et ils n'avaient même pas des papiers de reconnaissance de dette. Eh bien vendez. Tout le monde était content, mais l'astuce est la suivante, c'est que le dollar était d'un taux de changement. Au milieu des années 80, le dollar était d'un taux de change très élevé. Donc la dette antérieure devient 20%, 50% moins chère que sa valeur actuelle. Donc je prends ma dette, je la titrise, je la vends à quelqu'un, et ce quelqu'un, il fait
fait circuler le titre à l'échelle du marché international. Et vous voyez donc le titre qui se revalorise de même par circulation. Et à la fin, le pays en question paye les intérêts et le capital. Lui, il honore son engagement. Mais il ne sait pas que ceux qui détiennent les titres gagnent 30 à 40%. Bon, bref. Ce jeu de titrisation a été, si vous voulez, considéré par la banque comme une innovation financière. Pourquoi? Parce que ça lui permet, pour les comptabilités bancaires américaines, par exemple, ça leur permet de naître des créances hors bilan, donc de nettoyer l'actif. Vous avez compris. Vous allez me poser la question, pourquoi ils mettent des créances hors bilan? C'est ça. Parce qu'il y avait BAL 1 et BAL 2, ce qu'on appelle le fameux ratio de coût. Qu'est-ce que c'est que le ratio de coût? C'est de dire à la banque, soyez prudent. Vous n'avez pas la masse des créances, la masse des crédits, le rapport entre la masse des crédits et les fonds propres ne doit pas dépasser 8%. Pardon, je m'excuse. Le numérateur, c'est le fonds propre. Les fonds propres sur masse des créances doivent être de 8%. Si le ratio diminue, vous êtes en situation grave. Alors les banques, qu'est-ce qu'elles font? Donc, elles titrisent les crédits comme les crédits solvables. Donc on les met hors bilan et vous avez l'actif net qui est nettoyé de créances. Et on respecte le ratio de coût sans aucun problème. Est-ce que vous avez compris cette astuce technique? Voilà donc, si vous voulez, les ingrédients de cette crise. Et s'est transmise à un certain nombre de secteurs productifs américains à partir de 2007, et s'est transmise à la finance européenne, japonaise, asiatique, etc., parce qu'il y avait toujours des banques américaines, des banques européennes, japonaises, asiatiques, et parce que également les titres ont été transformés en d'autres titres et ont été impactés et vendus à l'échelle mondiale dans des paliers. Je crois que durant la discussion, je pourrais vous en donner quelques détails. La crise était également une crise interbancaire parce que toutes les banques américaines et les banques atteintes souffraient d'un assèchement de trésorerie, et donc il n'y a plus un marché de clearing ou de compensation interbanque. Alors, voilà donc, si vous voulez, ce fait suite à une série de crises. J'ai énuméré la crise asiatique, la bulle Internet, etc., etc. Mais en même temps, durant de différentes matières premières et produits alimentaires, d'une part, parce qu'il y a la tendance générale du marché, mais d'autre part parce que le monde, comme je l'ai dit, le globe terrestre est devenu une place financière parce qu'il y avait une spéculation sur le café, sur le pétrole, sur le lait, etc., etc. Donc il y avait une crise en même temps, si vous voulez, de financiarisation tous azimuts. Une crise similaire au jeu de casino. Le monde devenait, vers les années 2000-2008, une sorte de grand casino. On misait et on attendait, on est sûr de récolter après la mise. Cette crise s'était traduite notamment par des effets inégalitaires. On a constaté qu'aux États-Unis, par exemple, la part des 10% les plus riches de la société marocaine, la part n'a connu que la connaissance n'a été que de 15%. Même chose en France, peut-être à moindre allure en Allemagne ou dans d'autres pays. Mais en même temps, cette troisième mondialisation a aggravé l'inégalité entre les économies qui n'ont pas pu être émergentes, d'une part, les économies émergentes, principalement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et au top les pays industrialisés. Et à l'intérieur de ces économies industrialisées, je répète que les écarts sociaux, ce sont de l'inégalité dans la distribution du revenu. Et ceci donc pose un certain nombre de
questions. Et là, ces questions, on peut se les poser quand on lit certains rapports, par exemple la Banque mondiale, le World Development Indicators, etc., etc. Et on peut se dire, est-ce que la mondialisation, dans du siècle, les intermondialistes ne cessent d'animer et d'enflammer le débat. Mais il n'y a pas seulement les intermondialistes, il y a également les ultralibéraux, les réformistes. Que disent les ultralibéraux? Ils disent que la mondialisation actuelle est dans l'ordre des choses. C'est un raisonnement qui se tient. C'est un raisonnement de l'école économique du Chine. Et par conséquent, d'après les ultra-libéraux, mieux vaut défiscaliser les entreprises, mieux vaut que l'État n'intervienne pas, mieux vaut qu'il n'y ait pas des actions régulatrices pour l'environnement et la pauvreté. Intermondialistes, ils vous disent la chose suivante. L'actuelle mondialisation, avec sa globalisation financière, est en train de confier la planète à de nouveaux maîtres. Quels sont ces nouveaux maîtres? Les grands actionnaires et les grands patrons, stock options. Et ces gens-là ne connaissent que le rendement et que la rentabilité et le surprofit. Et si on laisse la mondialisation se déployer, cela veut dire que l'environnement serait totalement instrumentalisé et que les pauvres vont continuer à s'appauvrir et que les riches vont continuer à s'enrichir. Et puis, les réformistes, ils nous disent que la globalisation commerciale, numérique, financière est une chose bonne. Et d'ailleurs, il y a même des arguments qui tiennent. Je vous donne un des arguments. Quand je parlais du modèle keynésien, je disais la valeur ajoutée était répartie entre l'État, les patrons et tout le monde trouvait son compte. Avec les réformistes disent qu'il suffit de coordonner à l'échelle mondiale pour éviter des spasmes de cette mondialisation, éviter à ce qu'elle nous conduise à la dérive. Et à l'intérieur de chaque nation, l'État doit prendre ses responsabilités, il doit corriger les inégalités sociales, corriger l'instabilité économique et parvenir à éviter la dégradation de l'environnement tout en recherchant la soutenabilité de la croissance. Voilà, grosso modo, je résume d'une façon très sommaire le débat actuel à l'échelle mondiale. Mais, sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un scientifique, il écoute les débats. Le débat, il faut l'écouter. Mais nous savons tous que les débats peuvent être idéologiques. L'ultralibéralisme, c'est une idéologie. L'intermondialisme, c'est une salade mexicaine d'idéologie. Vous trouverez les marxistes, les non-marxistes, je ne sais pas, les poujadistes, les paysans, les écolos progressistes, les écolos non progressistes. Vous trouverez également les catholiques, ultra-catholiques, etc., etc. À la suite de ces débats, il faut se poser la question suivante. Est-ce que l'économie peut marcher sans social et sans environnement? Sinon, il faut chercher des seuils. Si vous lisez Adam Smith, Ricardo, les écoles, enfin les auteurs que j'ai évoqués, si vous étudiez également les sociologues après Auguste Comte, Durkheim, son beau-frère dont j'ai oublié le nom, et toutes les études sociologiques, et toutes les études sociologiques ultérieures. Si vous lisez tout cela, les économistes et les sociologues, je suis sûr que vous allez distinguer qu'il n'y a plus un seul capital qui gère l'économie, qui est le capital technique, auquel se référait Adam Smith dans La richesse des nations de 1776. Mais également, il y a d'autres capitaux. Le capital social, le capital naturel, le capital environnement, et le capital gouvernance, c'est-à-dire la manière dont on gère l'économie. Et ce n'est pas par hasard que j'ai évoqué cette résistance culturelle à la seconde révolution industrielle.
à la seconde mondialisation. Ce que je suis en train de dire a été d'une façon lapidaire dit au XIXe siècle. Je vous cite par exemple John Stuart Mill. Il dit oui, d'accord, on est pour le libéralisme. Mais attention, il faut juguler les inégalités. Sinon, le libéralisme ne pourrait pas réussir. Bien sûr, Marx disait ouvertement que le capitalisme, s'il continue ainsi, il risquerait de s'autodétruire en détruisant la classe ouvrière, en réprimant davantage le revenu de cette classe ouvrière. Et avant Smith, il y avait Physiocrate qui disait toute la vertu de l'économie vient de la nature. Donc si vous mettez cette vertu qui vient de la nature, vous lui ajoutez le capital technique des économistes du XIXe siècle que j'ai évoqué. Vous ajoutez à cela, je ne sais pas, l'esprit des lois, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, la gouvernance actuelle. Si vous mettez tout cela et si vous établissez une matrice, vous trouverez qu'il y a 4 capitaux fondamentaux pour que l'économie marche. Quels sont ces 4 capitaux? Le capital social, le capital technique, le capital écologique et le capital gestion politique, c'est-à-dire la garantie des droits pour que les règles du jeu de l'économie soient claires et transparentes. Et ces capitaux sont imbriqués. Je vous donne un exemple. Si vous achetez trop de machines aujourd'hui à Rabat, mais en même temps vous fermez les écoles, vous dévalorisez l'enseignement, dans 10 ans vous aurez moins de techniciens pour réparer ces machines. Donc votre capital technique va se déplacer. Prenons le capital naturel. Si vous exploitez trop le minerai de fer, alors que vous avez la possibilité technique de substituer une partie de fer par d'autres choses, vous allez donc détruire votre environnement et à un certain moment, les générations futures ne trouveront ni fer, ni arbres, ni l'eau potable, etc., etc. Donc la gestion de ces 4 capitaux, implique en même temps une gestion intergénérationnelle. Donc c'est une gestion d'un projet de société. Et si vous mettez l'accent sur un capital sans que l'autre le soit pour autant, là, vous risquerez d'avoir un déséquilibre à long terme. Prenons le cas social, et c'est ma transition vers l'économie sociale. Prenons le cas social. Si vous développez un système d'inégalité, comme le suggéraient certains économistes durant les années 80, ils disaient en substance, il faut que l'État donne des paquets fiscaux aux riches, qu'il encourage les riches, etc., parce que ces riches vont accumuler et ils vont distribuer à la verticale. Cela veut dire que vous allez donc démotiver les pauvres, vous allez les exclure. Et ceux qui sont exclus seront rejoints par ceux qui vivent de la précarité. Et vous aurez donc une frange de la population qui ne serait plus incluse dans le système économique. Et le système économique risquerait de se limiter. Et ce n'est pas moi qui le demande, Marx l'a démontré d'une façon ou d'une autre. Malthus, qui était contre la croissance démographique, l'a dit inconsciemment, je ne sais pas comment cette phrase est sortie, sans qu'ils s'en rendent compte peut-être, et Keynes. Ils disent toujours, si vous produisez sans qu'il y ait une demande, vous risquerez d'avoir un système productif qui se détruit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et l'économie sociale existe au moment